l'Université de Montréal. J'ai plein d'autres titres, mais j'en parlerai pas. Je pense que vous les savez peut-être déjà. Et d'abord, j'aimerais vous dire et de vous rappeler que l'Université de Montréal est sur un territoire autochtone non cédé par traité. Et j'aimerais seulement souligner et reconnaître la contribution des peuples autochtones, ceux et celles qui ont fait les premiers pas sur ces terres et qui nous permet encore maintenant à nous de marcher avec eux partout dans le monde. Alors, ce soir, nous avons une grande conférence et qui s'inscrit dans le cadre d'une autre conférence. Donc, ce soir, j'ai aussi le chapeau de co-organisateur d'une conférence scientifique nationale qui se tient ici à l'Université de Montréal, de la Société canadienne d'astronomie, où l'Université de Montréal reçoit tous les astrophysiciens du Canada, professeurs, chercheurs, étudiants, ici, où on présente les résultats de recherche scientifique et aussi des discussions sur notre futur comme communauté. Et à chaque année, c'est toujours une université qui reçoit l'événement, il y a toujours une conférence publique en marge de la conférence. En général, ce sont des conférenciers locaux, mais pas nécessairement. Mais ici, comme nous avons une très, très grande vedette, on s'est dit qu'on pourrait prendre quelqu'un localement. Alors, c'est pas moi qui vais introduire notre conférencière, et plutôt, je vais plutôt inviter Sarah Gallagher, qui est professeure à l'Université de Western Ontario, qui est l'ancienne présidente de la Société canadienne d'astronomie et aussi encore membre du conseil d'administration de la Société canadienne d'astronomie. Alors, c'est CASCA, ça veut dire Société canadienne d'astronomie, Canadian Astronomical Society, Société canadienne d'astronomie, CASCA. Sarah. Merci René. Bonsoir tout le monde. C'est mon grand plaisir d'introduire Madame Nathalie Winquak-Willett, la gagnante en 2025 du prix Keelock pour la vulgarisation magnifique de l'astronomie. Nathalie Winquak-Willett est astrophysicienne et communicatrice scientifique. Elle a obtenu un bac honneur en physique de l'Université McGill en 2010. Elle a ensuite obtenu sa maîtrise en 2012 et son doctorat en 2016 en physique et en astronomie à l'Université Queen's à Kingston, en Ontario, pour ses travaux axés sur la formation et l'évolution des galaxies, en particulier celles qui se trouvent dans des amas. Madame Willett est actuellement la directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic à l'Université de Montréal et est également la scientifique chargée des communications sur le télescope spatial James Webb au Canada, en collaboration avec l'Agence spatiale canadienne. Elle intervient fréquemment dans les médias canadiens comme analyste et contributrice sur tout ce qui touche à l'espace. Elle organise et participe c'est une journée vraiment longue, également à l'espace, à des événements et de rayonnement scientifique d'échelle locale à internationale afin d'encourager l'intérêt et la participation des gens et du grand public aux sciences spatiales et d'accroître la culture scientifique au Canada. Elle est super. Ce soir, Madame Willett va vous parler des galaxies en révolution, surprise du télescope Webb. Bienvenue à Madame Willett. Merci Sarah, merci René. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de donner la conférence publique de la CASCA. Comme j'ai dit, c'est des collègues que je respecte énormément. Donc, le fait qu'ils m'ont demandé de donner cette conférence, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc, j'ai eu toute la présentation. Je suis Nathalie Willett, je suis à l'Université de Montréal. Et puis, je travaille à l'IREX, l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. Qui m'a déjà entendu donner des conférences? Levez votre main. OK, donc plusieurs d'entre vous. Donc, est-ce que vous saviez que j'étais à l'IREX?
OK. Donc, voilà une belle mosaïque de plein de personnes. Est-ce que vous pensez que je travaille sur les exoplanètes à cause que je travaille à l'IREX? La plupart des personnes, oui, c'est ça, tout le monde pense que je travaille sur les exoplanètes parce que je suis quand même la directrice adjointe d'un institut sur les exoplanètes. Donc, ça serait logique de penser que c'est le cas. Mais en fait, non, je suis une imposteur. Je ne travaille... Ben là, OK, Frédéric, come on, là. Je ne travaille pas sur les exoplanètes. En fait, mon domaine de recherche, c'est les galaxies. Et ça fait quand même longtemps que c'est sur les galaxies. Donc, j'ai fait mon baccalauréat à l'université McGill. Mes premières expériences de recherche, c'était pendant des stages d'été là-bas. J'ai eu la chance de travailler avec Gil Holder, qui n'est plus professeur à McGill, il est maintenant à l'université de Chicago. Et j'ai construit des mini-univers à l'intérieur d'un ordinateur. Donc, des simulations cosmologiques, donc encore plus gros que des galaxies. Ensuite, j'ai travaillé pendant 2 étés avec Tracy Webb, qui est encore professeur à l'Université McGill. Et j'ai travaillé sur des galaxies qu'on disait à l'époque au redshift, avec un redshift de genre 1. OK, vous connaissez pas encore c'est quoi le redshift, donc vous savez pas pourquoi c'est tellement drôle que j'appelle ça du haut redshift, du redshift 1, mais à la fin, vous allez rire de cette blague. Donc, c'était des galaxies qui étaient des tout petits points. J'utilisais le télescope Spitzer dans l'infrarouge, qui est maintenant à la retraite, et j'ai même eu la chance de présenter mes recherches. Mon poster était atroce, là. Il y a vraiment trop de texte. Maintenant, les posters que nos étudiants font, c'est tellement plus beau que ça. Mais bon, en tout cas, j'ai présenté ma recherche pendant le CUPC, le Canadian Undergraduate Physics Conference, qui était à l'Université d'Alberta, et j'ai rencontré mon directeur de thèse, de maîtrise et doctorat là-bas. Donc, ensuite, ma maîtrise de mon doctorat, j'ai eu la chance d'aller un peu partout au monde à faire la chasse aux galaxies. Aux îles Canaries, j'ai utilisé un télescope de 10,4 mètres. À Hawaï, j'ai utilisé le télescope Gemini. Le Chili, j'ai utilisé le VLT, qui est un télescope de 10 mètres. Et puis le Nouveau-Mexique, j'ai eu la chance d'utiliser un télescope de 3,5 mètres là, et la majorité de mes données pendant mon doc venaient de ce télescope. Je chassais des galaxies, surtout dans l'amas de la Vierge. Donc, l'amas de la Vierge, c'est un laboratoire incroyable qui contient plus de 4000 galaxies. Ça, c'est une petite partie de l'amas de la Vierge qu'on peut voir ici. Et puis, une des choses que j'adore des galaxies dans des amas, c'est que c'est des créatures sociales qui interagissent ensemble, qui peuvent rentrer en collision et ça fait des images vraiment fantastiques et de la science fantastique. Mais je m'emballe un peu. Je vais essayer de reculer un peu. On va commencer à la base. C'est quoi exactement une galaxie? Donc, une galaxie, c'est un regroupement de plusieurs centaines de milliards d'étoiles qui peuvent avoir des planètes qui orbitent autour de ces étoiles et du gaz et de la poussière. Donc, ça, c'est une galaxie qui est une galaxie spirale ou lenticulaire. Et ici, on a un bulbe au centre qui est comme un globe rempli d'étoiles. On a un disque qu'on peut voir qui est aplati ici. Au centre, on a un noyau vraiment concentré où se retrouve un trou noir supermassif qui est typiquement des millions ou même des milliards de fois plus massif que notre Soleil. Et tout ça, c'est à l'intérieur d'un halo, dans de la matière sombre, de la matière très mystérieuse, dont on ne connaît pas encore vraiment la nature, mais qui a vraiment des implications importantes sur l'évolution des galaxies. Donc ça, c'est un type de galaxie, mais les galaxies, il y en a plein différentes. Il y a 2 grandes catégories qu'on tend à mentionner. La première, c'est les spirales. C'est celles qui sont les plus photogéniques. Donc ici, on a une spirale bien connue, Andromède. On peut voir le disque ici, le bulbe au centre. Il y a une petite galaxie naine ici qui orbite autour de la grande galaxie spirale. Et l'autre grande catégorie, c'est les elliptiques. Ça, c'est une galaxie qui n'a pas vraiment un disque, qui n'a pas de bras spiraux. C'est plus comme un amalgame sphérique ou ovoïde avec des étoiles à l'intérieur. Et on a trouvé qu'il y a en fait un lien évolutif entre ces différents types de galaxies. Mais ça, c'est un portrait très simplifié. En fait, les types de galaxies, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Hubble Tuning Fork. C'est comme une fourchette qui est devenue une cuillère, en fait, avec le temps, où on a de différents types de galaxies. Donc, on a les elliptiques ici, on a des spiraux avec une barre au centre, on a des spirales sans barre ici, et même à l'intérieur des elliptiques, des spirales barrées, il y a des sous-types selon la grosseur, à quel point c'est compact ou non, le nombre de bras spiraux. Et on a des irrégulières qui n'ont pas vraiment une forme distincte. C'est comme un genre de petit nuage qui a tendance à être beaucoup moins massif. Donc, on a vraiment une panoplie de galaxies comme ça.
Les galaxies, par contre, ça n'existe pas dans le vide. C'est dans une grande structure qui est un peu comme une toile d'araignée dans l'univers. On appelle ça la structure de grande échelle. Et souvent, les personnes en cosmologie, ils sont un peu étranges, ce monde-là, ils travaillent vraiment sur tout l'univers, les grosses questions. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'univers? C'était quoi le début de l'univers? C'est quoi la mort de l'univers? Donc, ils veulent vraiment le big picture. Et eux, ils étudient beaucoup la structure à grande échelle. Et ici, on a des parties qui sont plus concentrées, on a des filaments qui se connectent, et puis on a des vides aussi, où il n'y a pas beaucoup de matière. Donc, par la gravité, il y a des parties où c'est plus concentré, et dans ces concentrations, on retrouve justement des amas de galaxies, où on a des centaines ou même des milliards de galaxies qui sont connectées ensemble par la gravité, qui éventuellement peuvent interagir ensemble. Et chacun des amas a plusieurs centaines et milliers de galaxies individuelles qu'on peut aussi étudier. Donc, nous, on va vraiment plus se focaliser sur les galaxies individuelles comme ça. Donc, on ne peut pas seulement étudier les galaxies avec des télescopes. Maintenant, on veut essayer de construire une galaxie dans nos ordinateurs. Donc, on a certaines lois de la physique, surtout la gravité, mais un peu les fluides. Et on veut essayer de produire des galaxies qui sont les plus réalistes possibles dans un ordinateur. Si elles sont réalistes dans l'ordinateur, ça veut dire qu'on comprend bien les lois de la physique qui régissent comment les galaxies se créent. Donc, dans cette image, on a ici une galaxie qui est simulée dans un ordinateur, et ici, on a une vraie galaxie. On a joué un peu avec les couleurs pour que ça matche bien. Est-ce que vous trouvez que ça se ressemble bien? On a fait une bonne job? Quand même. Non, c'est aussi une imposteur. Celle qui est dans l'ordinateur, elle a plein de problèmes, mais c'est juste qu'il faut vraiment regarder dans les détails pour voir ces problèmes-là. C'est des problèmes genre, les relations d'échelle sont différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on prend, par exemple, des paramètres comme la masse des étoiles ou la brillance des étoiles ou la couleur de la galaxie, on fait des échelles ensemble, des relations ensemble, ça a des pentes différentes. Et les pentes qu'on trouve sont différentes en les galaxies simulées et les galaxies observées dans la nature. On a d'autres problèmes. Les galaxies simulées sont trop compactes. On voit dans la nature qu'elles prennent beaucoup plus de place. On ne comprend pas vraiment pourquoi encore. Il y a un problème qui s'appelle le problème des satellites manquants. Dans les simulations, on produit beaucoup de petites galaxies, comme la petite naine qu'on a vue autour d'Andromède. On n'est pas capable de retrouver autant de ces galaxies naines satellites dans la nature. Mais peut-être que c'est juste que nos télescopes ne sont pas assez bons pour le faire. Donc, peut-être que ce n'est pas la simulation le problème, peut-être que c'est nos observations. Il y a d'autres problèmes aussi, la forme du profil de la galaxie, à quel point elle est brillante au centre et peu brillante au bord, c'est aussi différent. Donc ça, c'est un exemple ici. Ça, c'est le problème des satellites manquants. Donc ici, on a les satellites qu'on peut voir. Ici, on a les satellites qu'on voit dans une simulation. En fait, c'est le contraire. Et c'est moins pire qu'avant, mais quand moi, j'étais une étudiante, on avait en fait 10 fois plus de satellites dans nos simulations que dans la nature. Donc, c'est quand même un problème d'une grande échelle. Mais avec les données qui sont de plus en plus sensibles, on commence à trouver certains des satellites manquants. Donc, peut-être que le problème n'est pas aussi pire qu'on pensait. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de travail à faire. Et moi, une des choses qui me fascinait beaucoup dans mes études, sur lesquelles je me suis concentrée, c'est un concept très, très humain, anthropologue en fait. Moi, j'ai tendance à vraiment penser à mes galaxies comme des petits animaux dans un troupeau qui interagissent ensemble. Et il y a un concept en anthropologie qui s'appelle « nature versus nurture » ou « nature versus environnement ». C'est un peu le concept « qu'est-ce qui fait qu'un humain ou un animal est ce qu'il est ». Est-ce que c'est sa nature, sa génétique de base, quelque chose qu'on ne peut pas changer avec le temps, ou est-ce que c'est son environnement? Donc, avec le temps, tout ce qui est autour de lui fait de ce qui devient. Et bien sûr, ce qu'on trouve, c'est que c'est un mix entre les deux. La génétique a une certaine importance, l'environnement aussi une importance. Et on trouve quelque chose de très similaire aussi avec les galaxies. Les galaxies ont une nature intrinsèque, mais leur environnement, surtout dans des amas ou des groupes, sont très importants. Donc, les facteurs internes, ça, c'est tous les facteurs avec lesquels la galaxie naît essentiellement. C'est important. C'est la quantité d'étoiles qui se retrouvent dans la galaxie. On appelle ça la masse stellaire. Le type d'étoiles qui s'y retrouvent, à quel point c'est efficace à former des étoiles aussi. La dynamique interne, comment les galaxies, les étoiles plutôt bougent à l'intérieur de la galaxie.
à quel point il y a du contenu en gaz ou en poussière, ou s'il y a des champs magnétiques inhabituels. Ça, c'est tout vraiment la nature intrinsèque. Mais si je reviens à mon amas préféré, l'amas de la Vierge, avec 4000 galaxies à l'intérieur qui interagissent, on voit justement l'importance de l'environnement. Donc ici, on voit tous les facteurs environnementaux et à quel point ça peut changer comment les galaxies évoluent avec le temps. Donc, on a des phénomènes comme l'interaction de marées. Ici, on a cette pauvre galaxie qui se fait étirer, elle se fait torturer par sa grande sœur ici. Et donc, éventuellement, elle va tomber à l'intérieur. Ici, on a 2 galaxies en collision qui vont éventuellement se fusionner pour former une seule grosse galaxie. C'était initialement des galaxies spirales, mais elles vont se faire déchiqueter dans la collision et ça va devenir probablement une grosse elliptique. Mais on n'a des fois même pas besoin de 2 galaxies ensemble pour interagir. Une galaxie peut interagir avec son environnement dans l'amas parce que l'amas peut sembler vide, mais il est en fait rempli d'un gaz très, très chaud. Donc ici, on a une galaxie spirale qui tombe dans un amas et pensez à comme quelqu'un qui fait du parachutisme, mais avant qu'il a commencé le parachute. Vous voyez qu'il y a une courbure ici au disque. Et ça, c'est parce que la courbure, on a tout le gaz dans l'amas qui pousse sur le disque de la galaxie. Donc, il y a une interaction avec la galaxie et son environnement directement. Il y a aussi du gaz dans cet environnement qui peut refroidir, retomber sur la galaxie pour créer des nouvelles étoiles et plein de variations dans la densité à l'intérieur de l'environnement à cause des collisions d'amas. Des amas peuvent même collisionner ensemble, pas juste des galaxies. Donc, c'est vraiment les 2 facteurs qui nous importent. Mais est-ce que ces collisions, ces interactions se produisent sur une échelle de temps que moi, je peux voir dans ma vie ou vous pensez? Non, ça serait vraiment le fun si je pouvais juste prendre une vidéo, mais malheureusement, c'est des interactions qui se produisent sur des centaines de millions ou même des milliards d'années. Donc ici, vous allez voir une vidéo d'une simulation de 2 galaxies qui rentrent en collision. C'est bien sûr accéléré parce que sinon on serait ici pendant 1 milliard d'années. Et vous allez voir que par moment, ça gèle, il y a une pause et on est capable de trouver une vraie photo d'une collision de galaxies qui est exactement dans cette orientation-là. Donc, voilà, on commence avec la simulation. On a 2 galaxies spirales qui rentrent ensemble. Voilà, c'est une vraie photo qui ressemble à cette partie de la collision. Ici, elles commencent à interagir ensemble. On change d'orientation. Ça, c'est une vraie photo où on a 2 galaxies qui elles ont commencé leur interaction. Ici, on a vraiment un étirement avec l'effet des marées. On voit encore qu'on peut trouver des vraies photos. Ici, on voit que les bulbes sont sur le point d'entrer en collision ensemble. Donc, vous voyez, on est quand même capable de trouver des exemples d'une collision dans toutes ces phases différentes dans la nature. C'est pas nécessairement c'est pas du tout les mêmes galaxies à travers l'interaction, mais les lois de la physique, on espère, sont pareilles partout. Donc, ça veut dire que on peut quand même assumer que les galaxies sont assez similaires. Donc, on peut imaginer que c'est le fil évolutif d'une seule collision des 2 mêmes galaxies qui se fait. Et donc, si on veut vraiment comprendre comment les galaxies évoluent avec le temps, on a besoin de beaucoup, beaucoup de galaxies. On parle de comme centaines de milliers ou des millions ou même des milliards de galaxies pour les étudier à plein d'étapes différentes dans leur vie. Heureusement, on a des télescopes qui sont capables de voir beaucoup de galaxies. Donc ça, c'est une image prise par le télescope spatial Hubble dans la lumière visible que nous, on peut voir. Et on peut même plonger dans cette image 3 dimensions. Et ça, c'est toutes des galaxies qu'on peut voir. Tous les points que vous voyez, il n'y en a aucune qui est une étoile. Et on est capable de regarder quand même loin dans le jeune univers de quoi a l'air les galaxies. Donc, heureusement, on a plein de galaxies qu'on peut étudier. Il faut juste bien les étudier et essayer de faire de la statistique correctement pour comprendre comment elles évoluent avec le temps. Donc là, on plonge vraiment loin dans l'univers, mais ce qu'on veut vraiment faire, c'est étudier comment tout a commencé, les toutes premières galaxies. Donc ici, on a l'histoire de l'univers au complet. On a l'univers local, l'ère moderne ici, et en reculant, on arrive éventuellement au Big Bang. Donc, l'univers est environ vieux de 13,6 milliards d'années. C'est un peu vieux, ce diagramme-là, donc c'est un peu erroné ici l'estimer.
Et puis, on pense que les toutes premières étoiles et galaxies se sont formées environ 200, 250, 300 millions d'années après le Big Bang. Ça peut sembler long comme temps, parce que pour nous, c'est très long, bien sûr. Mais ça, c'est si on prenait toute l'histoire de l'univers, on le mettait sur un calendrier. Nous, à l'ère moderne, on est le 31 décembre. On doit remonter jusqu'au 6 janvier environ pour essayer de voir ces toutes premières galaxies. Avec le télescope Hubble, on était capable de repousser ça jusqu'à environ 500 millions après le Big Bang. C'est déjà très bien, mais ces premiers moments de l'univers, il y avait beaucoup d'activités. Donc, en quelques centaines de millions d'années, ça a énormément changé. Donc, on voulait vraiment pousser ça plus. Mais là, il y a un autre défi. Les premières galaxies sont très brillantes dans la lumière ultraviolette et la lumière bleue. Mais nous, on n'est pas dans un univers statique. On est dans un univers en expansion. Et à cause de cette expansion, la lumière émise par ces galaxies lointaines est aussi étirée parce qu'elle s'éloigne de nous. Elle est étirée de la lumière bleue jusqu'à la lumière rouge et même infrarouge pour les galaxies les plus lointaines. C'est comme un équivalent visible de l'effet Doppler. Qui connaît un peu l'effet Doppler? Est-ce que ça vous dit quoi? Donc, je vais vous décrire c'est quoi, puis vous allez dire « Ah, OK, c'est ça ». Imaginez une ambulance qui se rapproche de vous avec sa sirène. Lorsqu'elle s'approche de vous, les ondes sonores sont comprimées et donc le son devient plus aigu. Et lorsque l'ambulance s'éloigne, les ondes sonores sont allongées et donc le son est plus grave. La même chose arrive ici, sauf que là, on a une galaxie plutôt qu'une ambulance avec une sirène. Les ondes lumineuses, cette fois-ci, sont rallongées du bleu au rouge et l'infrarouge. Donc, pour étudier les toutes premières galaxies, on ne peut pas simplement utiliser un télescope comme Hubble qui regarde la lumière visible. On doit utiliser un télescope infrarouge qui peut voir cette lumière qui est étirée. Et ça, c'est un phénomène qui s'appelle le décalage au rouge ou le redshift. Et en astronomie, on appelle le redshift le facteur Z. Donc, si vous voyez quelque chose comme « Ah, cette galaxie a Z égale 10 », ça, c'est le décalage, le redshift. Et le plus que le redshift est haut, le plus que la galaxie est lointaine dans le jeune univers. Donc, comment on fait pour étudier ces toutes premières galaxies? On crée un télescope infrarouge pour l'étudier. Et donc, voilà, entre en jeu le télescope spatial James Webb. Qui a déjà entendu parler de ce magnifique télescope? J'espère. OK, c'est bon, la majorité des personnes ont levé leurs mains. Excellent. Donc, c'est une incroyable collaboration internationale menée par la NASA et l'Agence spatiale européenne. Ça, c'était les deux partenaires pour la mission Hubble. C'est une de mes missions favorites aussi parce que j'ai grandi avec Hubble dans les années 90. Mais qu'est-ce qui est excitant pour Webb, c'est que le Canada, à travers l'Agence spatiale canadienne, fait partie de cette mission. Donc, on a contribué à un instrument, nos astronomes l'utilisent, fait des découvertes incroyables, puis je vais vous parler de plusieurs de ces découvertes-là. Donc, c'est aussi une machine de science incroyable, mais même juste la technologie qu'on a dû développer pour ce télescope est vraiment fascinante. Donc, c'est un télescope très puissant, avec un miroir très beau, doré, de 6,5 mètres de large, et tout le télescope en entier, c'est environ gros comme une maison à 3 étages. Donc, imaginez ça, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre, en orbite grosso modo autour du Soleil, et puis ça prend des images de l'univers lointain comme ça. Mais c'est le plus gros télescope qu'on ait jamais envoyé dans l'espace. Il est tellement gros, en fait, qu'on ne peut pas seulement le mettre dans la fusée Ariane 5 qui l'a lancé dans l'espace. Même si Ariane 5, à l'époque, c'était une des plus grosses fusées qu'on avait. C'était une des contributions des Européens. Donc, on a dû développer le télescope pour qu'il soit pliable sur lui-même, comme une figure d'origami. Donc, on l'a plié sur lui-même, on l'a rentré dans la fusée, et le matin de Noël 2021, on l'a lancé de Kourou, qui est en Amérique du Sud. Donc, une fois lancé, les morceaux de la fusée sont tombés, mais bien sûr, on veut que le télescope fonctionne, donc on doit maintenant le déplier. Et on ne peut pas juste le déplier à côté de la Terre. On doit garder le momentum de la fusée. Donc, tout ça, c'est pendant que le télescope est en mouvement vers sa destination finale. Encore une fois, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, ça, c'est une procédure qui s'est toute faite à distance pendant 14 jours et on l'a surnommé les 14 jours de terreur dans notre équipe.
C'est un peu une allusion parce que pour les missions martiennes, il y a un 7 minutes de terreur. Ça prend 7 minutes pour que les sondes martiennes rentrent dans l'atmosphère martienne, mais typiquement, les délais de communication pour Mars, c'est entre 12 et 20 minutes. Donc, la sonde doit rentrer de manière complètement indépendante, puis on ne sait pas si c'est arrivé avant qu'elle soit rentrée. 14 jours, OK. Eux autres, ils sont stressés pendant 7 minutes. Nous autres, on est stressés pendant 14 jours quand même. Je pense qu'on gagne là, le côté anxiogène. Donc, on était vraiment stressés parce que pour que le déploiement fonctionne, il y avait plus de 300 mécanismes qui devaient se déployer. Et chacun des mécanismes, c'est ce qu'on appelle un single point failure. Ça veut dire que si un seul des mécanismes ne fonctionnait pas, toute la mission était à l'eau. Donc, on était un peu stressés. Et ce que vous voyez se déployer maintenant, c'est le bouclier solaire qui doit protéger le miroir et les instruments de la lumière du soleil. Parce que si c'est chauffé par le soleil, le télescope lui-même commence à rayonner dans l'infrarouge, donc c'est pas idéal. Et juste le bouclier, c'était 132 mécanismes. Et il a causé un peu de problème pendant certaines phases de test, donc c'était assez stressant. Le miroir ici, on le voit se déployer. Encore une fois, c'est 6,5 mètres de large. C'est ça qui rend un télescope puissant parce que c'est ça qui collecte la lumière. Chaque segment, c'est environ gros comme moi. Donc, il y a 18 segments en forme d'hexagone qui peuvent être bougés indépendamment pour changer la forme du miroir à distance. Et le tout est recouvert d'une fine couche d'or parce que l'or, c'est le meilleur matériau pour réfléchir l'infrarouge. Donc, en plus d'être une machine à science incroyable, c'est une merveille technologique. C'est probablement une des machines les plus complexes que l'humanité ait jamais construites. Et tout s'est bien fonctionné. Le 14 jours de terreur, en fin de compte, on a stressé pour rien. C'était 14 jours de joie. Il n'y a pas eu de problème. Le lancement s'est bien passé. On a sauvé du carburant, ce qui a rallongé la durée de vie estimée de la mission. Et depuis, on fait de la science incroyable avec ce télescope. Voilà, donc les instruments, c'est ça qui nous permet de faire de la science. Donc, sur le dos du miroir, on a 4 instruments en tout. Au centre, on a l'instrument canadien qui s'appelle le FGS NIRISS, qui se retrouve ici. On a le NIRSPEC et le NIRCam. NIR, c'est un acronyme pour Near Infrared. C'est une saveur de l'infrarouge, le proche infrarouge, qui est le plus proche de la lumière visible. MIRI, qui est pour le moyen infrarouge. Donc, même avec juste les télescopes, juste les instruments de Webb, on peut regarder des types d'infrarouge différents. Donc, l'instrument canadien, le FGS NIRISS, c'est un instrument double. On a donné un 2 pour 1 à la NASA. Et sur le haut, c'est le FGS. C'est pas un instrument scientifique, c'est une caméra de guidage. FGS, c'est un acronyme pour Fine Guidance Sensor. Donc, le télescope, il est pas statique, il est pas immobile dans l'espace. Il est en orbite autour d'un point qui, lui, orbite autour du Soleil. Il vibre, il bouge un peu, mais il veut prendre des images super belles et précises et nettes. Donc, c'est pas le contexte idéal dans lequel prendre des images. Donc, on a besoin d'une caméra de guidage qui peut se verrouiller sur des étoiles guides, des cibles qui sont brillantes. Et on sait qu'une étoile, c'est tout simplement un petit point dans le ciel. Mais la vibration et le mouvement du télescope peut déformer cette image. Donc, la caméra de guidage regarde la déformation de l'étoile et nourrit cette information dans le système optique du télescope 16 fois par seconde, dans un petit miroir déformable à l'intérieur qui compense pour le mouvement. Donc, même si c'est pas un instrument scientifique à bord du télescope, toutes les belles images et les belles données que vous voyez du télescope sont aussi belles à cause de l'œil canadien sur le télescope. Donc, on devrait en être fiers. On a un bras canadien sur la Station spatiale internationale. On a un œil canadien sur le télescope spatial James Webb. En dessous, on a l'instrument NIRISS. NIRISS, c'est pour Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. C'est une combinaison d'une caméra et d'un type d'instrument qu'on appelle un spectrographe. Et il y a vraiment 2 grandes spécialités. Il peut faire plein de choses différentes, mais il regarde beaucoup les exoplanètes et les galaxies très lointaines. Souvent, je me concentre sur les exoplanètes. Aujourd'hui, je vais plus me concentrer sur tout ce que fait pour les galaxies très lointaines. Donc, c'est des centaines de personnes qui ont travaillé pendant plusieurs années au Canada, dont l'Agence spatiale canadienne, l'Université de Montréal et l'Observatoire du Mont Mégantic, le Centre national de recherche Erzberg à Victoria et Honeywell, qui était notre partenaire privé. À l'époque, ça s'appelait ComDev. Donc, toutes ces personnes ensemble ont pu livrer l'instrument canadien à la NASA en 2012. Donc, qu'est-ce que fait Webb? C'est un télescope super polyvalent qui peut servir à la grande majorité de la communauté astronomique. Et donc, par exemple, quand on a une conférence, un congrès comme la Casca,
C'est très, très fréquent que c'est des données web qui sont présentées, des résultats web qui sont présentés pendant ces conférences. Donc, il y a 4 grandes catégories qu'on peut décrire. Il y a des mondes extraterrestres. Ça peut être dans le système solaire ou des exoplanètes à l'extérieur du système solaire. On peut regarder la vie des étoiles, de leur naissance dans des pouponnières d'étoiles jusqu'à leur mort, souvent explosive. On peut regarder l'évolution des galaxies à travers plusieurs milliards d'années, souvent dans des amants ou dans des groupes, jusqu'à l'univers primordial. Donc ça, c'est les toutes premières galaxies et étoiles juste après le Big Bang. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur des résultats de web surprenants dans ces 2 catégories-là, les galaxies et l'univers primordial. Bon, j'ai mentionné que l'infrarouge, c'est très important. En astronomie, on dépend de la lumière et pendant très longtemps, on a seulement regardé dans la lumière visible que nous, on pouvait voir en tant qu'humains. Mais il y a vraiment tout un spectre électromagnétique allant des ondes radio qui sont très longues, peu énergétiques, jusqu'aux rayons gamma qui sont très, très, très énergétiques pour bien comprendre ce qui se passe dans l'espace parce que tout plein d'objets différents rayonnent dans des types de lumière différentes. Mais on va se concentrer dans l'infrarouge cette fois-ci avec Webb. Et comme j'ai mentionné, il y a des instruments différents qui regardent des couleurs différentes dans l'infrarouge. Donc, dans le prochain infrarouge, on a NIRSPEC, NIRIS et NIRCam, d'où leur acronyme NIR. Et on a MIRI ici, ça c'est dans le moyen infrarouge. Donc, c'est dans des longueurs d'onde plus longues. Et c'est important d'avoir les deux parce que ça nous permet de cartographier des phénomènes différents dans l'espace. On peut vous donner un point de comparaison, justement. Ça, c'est, si vous avez vu mon affiche et tout, ça, c'est les 2 galaxies en collision sur mon affiche. Et ça, c'est la collision vue par Hubble dans le visible. Et ça, c'est celle qui est vue par Webb, mais seulement dans le moyen infrarouge. Donc, dans le visible, on voit toutes les étoiles très jeunes, très chaudes et bleues, qui sont pas très communes, mais qui sont les plus brillantes. Donc, elles ont tendance à vraiment dominer le spectre lumineux. Donc, on voit tout ça. Mais ici, en fait, on voit beaucoup le gaz qui va éventuellement devenir des étoiles. Donc, c'est 2 structures. On peut voir que les 2 galaxies se ressemblent, grosso modo, dans les 2 types de lumière, mais c'est des parties différentes du corps. C'est comme si on regardait une photo normale ici, puis moi, je trouve que ça a l'air comme presque d'un squelette ici de la galaxie. Donc, c'est important d'avoir vraiment, même pour un même objet, un seul objet, avoir de l'information dans des longueurs d'onde différentes pour étudier des parties différentes de l'objet. Commençons dans notre galaxie, la Voie lactée. Est-ce que vous pensez que c'est une vraie image de la Voie lactée? Non. Vous riez, mais des fois, je pose la question à des enfants et puis ils pensent que c'est une vraie image parce qu'ils ont vu tellement de belles images de galaxies. Pourquoi on ne pourrait pas prendre une belle image de la Voie lactée? Mais bien sûr, c'est malheureusement une image créée dans un ordinateur parce qu'on est coincé dans la Voie lactée. Il y a des pour et des contre. On peut avoir quand même une belle visibilité de tout ce qui est proche de nous, mais en termes de voir une vue d'ensemble de toute la galaxie, c'est difficile. Nous, on est coincé dans le système solaire ici. On est en mouvement autour de la galaxie. Ça prend environ 225-250 millions d'années pour faire un tour complet autour de notre galaxie. Donc, si on veut comprendre la galaxie dans laquelle on se retrouve, la Voie lactée, c'est dur. On peut regarder notre environnement, mais typiquement, ce qu'on veut faire, c'est trouver des jumelles de notre galaxie. Donc, il y a des chercheurs à l'Université York, Vivian Tan et son professeur Adam Muzzin, Vivian avait fini son doctorat sur cette recherche justement, qui ont voulu étudier tout le passé de la Voie lactée, mais sans avoir une machine à remonter dans le temps. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé presque 900 jumelles de la Voie lactée à des époques différentes de l'univers. Ils ont été capables de... Donc ça, c'est tout petit, mais ça, c'est des vraies images de petites galaxies qui sont des jumelles de la Voie lactée à des époques différentes. Donc ici, ça, c'est dans l'ère moderne, on a la Voie lactée telle qu'elle est maintenant, et ça, on remonte dans le temps. Ici, c'est le tout début de l'univers, à seulement 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc, c'est tout petit. Ils ont été capables, justement, de retracer des liens évolutifs entre ces jumelles-là, en présumant que c'est les mêmes lois de la physique qui les gouvernent. Et ils ont trouvé deux conclusions. Donc, ça, c'est des vraies images, encore une fois, de leurs jumelles qu'ils ont utilisées. Ils ont utilisé Webb et le télescope Hubble pour les étudier. Donc, vous voyez, encore une fois, le fameux Z. Donc, ça, c'est le redshift. Et le plus que le redshift est élevé, le plus que la galaxie est jeune dans l'univers éloigné. Donc, on voit ici des galaxies qui sont proches de nous,
plus matures, elles ressemblent beaucoup plus à la Voie lactée que ces galaxies qui sont très lointaines. Donc, ils ont découvert que les galaxies ont tendance à se construire du centre vers l'extérieur. Elles commencent très, très, très compactes et avec le temps, elles commencent à amasser de la masse et s'étendre avec le temps. Ils ont aussi trouvé que dans le jeune univers, les galaxies, comme la Voie lactée, avaient une adolescence très turbulente. Ça se tiraillait entre eux, ça se collisionnait. Il y avait des grumeaux à l'intérieur avec des sursauts de formation d'étoiles. Et c'est seulement quand elles sont plus vieilles, plus matures, que tout se place et devient plus structuré en forme de spirale comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on est capable d'étudier la Voie lactée. C'est en étudiant des galaxies qui sont analogues ou jumelles à la Voie lactée, mais à des époques différentes de leur évolution. On peut aussi étudier des galaxies dans l'univers local. Il y a une grande collaboration qui s'appelle FANGS. Ils ont regardé avec plusieurs types de télescopes différents la formation d'étoiles. Donc, il y a plusieurs chercheurs partout au monde, mais au Canada, le co-investigateur principal, c'est Eric Rosolowski, qui est le président actuel de la Casca. Et il est à l'Université d'Alberta avec certains de ses étudiants ainsi. Ils ont étudié 19 galaxies spirales dans l'univers local en utilisant MIRI, donc dans le moyen infrarouge en particulier. Donc, on voit encore une fois ici un peu comme des squelettes de la galaxie. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les galaxies ont de la misère à bien former les étoiles parce qu'ils ont plein de petits trous à travers leur squelette. C'est très poreux. Et ça, c'est parce que lorsque plein d'étoiles se forment, plusieurs étoiles finissent par exploser. Elles sont très massives, elles explosent en supernova. Et ça repousse tout le gaz et la poussière qui veut éventuellement se recycler pour faire des nouvelles étoiles. Donc, les galaxies sont capables de s'auto-réguler un peu comme ça en repoussant leurs matériaux pour produire des étoiles. Et ça crée toutes ces belles images. Moi, je trouve que ça peut avoir l'air d'un iris d'un œil ou d'un coquillage, par exemple. Donc, on voit vraiment comme la structure de ce qui produit les étoiles dans l'univers local ici. Et pour vous montrer à quel point le web et puis même les astronomes canadiens sont partout, tout récemment, je suis allée en Europe pour une conférence organisée par l'ESA et c'était à Vienne, en Autriche. Et quand je m'en vais en voyage, souvent, j'aime voir comme de quoi ça goûte comment le McDonald's ici? Je me demande, à Vienne, c'est comment le McDonald's? Et puis, ils ont des joyeux festins aussi à Vienne, ou des Happy Meals. Mais on peut avoir un livre comme jouet à la place. C'est pas juste des jouets. Donc, ils avaient un livre, j'ai aussi une fille, là, donc je peux lui donner ce livre-là, c'est pas juste pour moi. Ils avaient un livre sur l'univers ici. Et puis, à l'intérieur, j'ai retrouvé une photo de FANGS, justement, c'est une des galaxies FANGS. C'est écrit en allemand, donc je sais pas. Je suis sûre que ça dit « Oh, cette galaxie est tellement magnifique, le télescope spatial James Webb, c'est le meilleur au monde. » Donc, voilà, même McDonald's montre maintenant les galaxies du télescope Webb dans leur joyeux festin. OK, revenons à nos galaxies maintenant. Donc, j'ai mentionné au tout début que les galaxies avaient souvent un trou noir supermassif dans leur centre. Et il y a une relation très, très, très intime entre ce trou noir et la galaxie hôte qui l'accueille. Et des fois, les trous noirs peuvent activement être en train de manger du matériel. Et ça crée ce qu'on appelle des AGN, des Active Galactic Nucleus. C'est des noyaux galactiques actifs. Donc, ils mangent activement du matériel. Et ça peut des fois créer des jets. Donc, ça, c'est une représentation artistique d'une galaxie avec un AGN au centre, qui a un jet gigantesque qui est souvent aussi gros, même plus gros que la galaxie elle-même. Mais ça nous cause problème parce que justement, ces jets actifs repoussent le matériel qui permet au trou noir supermassif de continuer de manger et de grandir. Donc, c'est comme s'il repoussait sa nourriture, mais on voit qu'il continue de grandir. Donc, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne ou on ne comprenait pas. C'est de la rétroaction causée par l'AGN au centre et c'est peut-être une des solutions qui nous permettrait de résoudre certains des problèmes avec les galaxies simulées dans nos ordinateurs qui ne ressemblent pas vraiment aux vraies galaxies. Donc, ça c'est une première dans le sens que l'article n'est pas encore officiellement publié.
Donc, partagez pas avec vos amis encore. Mais c'est la professeure Julie Lavachek-Larondeau de l'Université de Montréal qui a mené cette étude avec des données du télescope Webb. Et ça, c'est une galaxie qui s'appelle NGC 4696, qui est dans l'amas du Centaure. Donc, la Vierge, c'est pas le seul amas, il y a d'autres amas. Et ça, c'est vraiment une galaxie prototype d'AGN. Donc, on voit ici une image prise par le télescope Hubble. Il y a plein de filaments de gaz ici. Il y a l'AGN au centre ici. On voit pas le jet comme dans la représentation artistique, mais on voit quand même beaucoup d'informations. Et eux ont utilisé des données dans plein de longueurs d'onde différentes. Avec Hubble, avec un télescope dans les rayons X qui s'appelle Chandra, et avec Webb, bien sûr, ils ont pris ils ont regardé d'un peu plus près le centre. Et ils ont trouvé une genre de forme en S très étrange, tout proche du trou noir supermassif. Ils ont regardé encore plus près ici. Et ils ont été capables, avec le télescope Webb, de trouver c'est quoi le mouvement, justement, du gaz. Et ils ont été capables de détecter qu'il y a des filaments qui se connectent, qui reconnectent le gaz avec le trou noir supermassif. Donc, oui, le trou noir repousse sa nourriture, mais ça se refroidit et ça se retombe sous forme de filaments pour qu'il puisse continuer à manger. Donc, on voit encore une fois que ces trous noirs-là s'autorégulent. Donc, ils sont capables de manger, mais pas trop vite, en repoussant et en retombant leur nourriture. Donc, ça va être sorti assez bientôt et on va faire un communiqué de presse pour cette belle découverte de l'Université de Montréal. En restant dans le domaine des trous noirs supermassifs, ça, c'est une étude qui a été menée par des astronomes de l'Université de Calgary. Il y a Matt Taylor ici et son étudiante au doctorat, Solveig Thompson. Eux, ils ont étudié l'amas de la Vierge, donc c'est bien mes amis. Et ils ont étudié 2 galaxies. C'est des galaxies qui sont petites. Donc, vous voyez ici, l'image est peut-être un peu moins « wow » parce qu'elles sont très petites et donc pas très brillantes. Donc, une des galaxies, ça s'appelle UCD 736. UCD, ça veut dire Ultra Compact Dwarf. C'est une toute petite galaxie très, très, très compacte ici. Mais ce qu'on a découvert, en fait, c'est que le trou noir supermassif au centre est beaucoup trop gros. C'est un trou noir qui fait environ 7 ou 8 % la masse de toute la galaxie en entier. Quand typiquement, le trou noir est supposé faire peut-être 0,1, 0,2, 0,3 % de la masse entière. Donc, on pense qu'est-ce qui est arrivé ici, c'est qu'on avait une grosse galaxie qui est tombée dans l'environnement de l'amas de la Vierge, qui s'est fait arracher toutes ses étoiles, tout son gaz, sa poussière. Le noyau, le trou noir supermassif, est demeuré gros et massif, mais toute la galaxie à l'extérieur a été enlevée. Donc, ça nous donne en fait comme une trace fossile, une capsule historique du processus évolutif de cette galaxie qui a été déchiquetée par l'environnement de l'amas de la Vierge. On a aussi une deuxième galaxie ici, NGC 4486b. Sont tous des jolis noms, hein? Des fois, les noms sont un peu plus jolis que ça. Mais ici, on a quelque chose d'autre, un autre trou noir assez étrange. Presque toujours, les trous noirs supermassifs, par la gravité, sont directement au centre de la galaxie et tout orbite autour d'eux. Mais ce qu'ils ont trouvé ici avec cette galaxie, c'est ils ont trouvé le centre lumineux de la galaxie sur le X orange. Ils ont trouvé le centre du trou noir supermassif sur le X rouge. Donc, ils ne sont pas centrés un sur l'autre. Donc, ils ont fait des simulations sur des ordinateurs pour trouver qu'est-ce qui aurait pu causer justement cette différence entre les deux centres. Et ce qu'ils ont déterminé, en fait, c'est que probablement cette galaxie, c'est en fait le résultat de 2 galaxies qui se sont collisionnées ensemble. Et quand ça arrive, les 2 trous noirs supermassifs aussi rentrent en collision. Et souvent, on est capable de détecter ces genres de collisions par des ondes gravitationnelles avec des observatoires spéciaux. Et donc, ils pensent qu'il y a eu une collision asymétrique qui a causé justement comme un effet de rebond sur le trou noir supermassif. Et éventuellement, il va se recentrer, mais c'est trop récent, la collision. Le rebond est trop récent. Donc, avec ces études-là, on est capable de voir le passé de ces galaxies en utilisant le caractère intéressant de leur trou noir supermassif.
Ici, on a une image très célèbre du télescope spatial James Webb. On appelle ça le champ profond de Webb. C'est la toute première image qui a été dévoilée le 11 juillet 2022. Donc, on est presque au 4e anniversaire de cette image. Dans cette image à elle seule, il y a 7000 galaxies visibles. Et c'est une toute petite partie du ciel, qui est l'équivalent de la superficie d'un grain de sable sur le bout de mon doigt à portée de bras. Dans cette petite région, on a 7000 galaxies ici. Et ça, c'est parfait pour étudier avec un instrument comme NIRISS, justement. Avec NIRISS, on a la capacité de faire de la spectroscopie. Ça, c'est quand tu prends de la lumière, tu la brises en couleurs pour voir vraiment toute l'information scientifique. On est capable de simultanément prendre le spectre de milliers d'objets en même temps. Et c'est utile quand tu as 7000 galaxies à étudier ici. Donc, on a un grand programme qui est mené par Chris Willett, qui est un chercheur à Victoria, au Centre national de recherche. Et le nom de son programme, c'est CNUX, pour Canadian Nearest Unbiased Cluster Survey. Donc, en utilisant l'instrument canadien NIRISS, il a pu étudier des galaxies dans des amants comme celui-ci. Donc, en échange pour notre instrument canadien à la mission Webb, on a eu du temps garanti sur l'instrument. On avait 2 gros programmes. On avait celui-là à CNUX. Il y en avait eu un à Montréal. On aurait dû l'appeler HABS, mais c'est pas le cas. Ça s'appelle NEED plutôt. Mais ça, c'est sur les exoplanètes. Donc, on a été capable d'étudier des milliers de galaxies simultanément avec CNUX et puis l'instrument NIRISS. Et pour vous montrer à quel point l'infrarouge est important, ça, c'est encore une fois le champ profond, mais ça, c'est vu par Hubble, dans la lumière visible. Donc, on voit quand même beaucoup de galaxies, mais souvenez-vous, les toutes premières galaxies, leur lumière visible a été étirée par le décalage au rouge dans l'infrarouge. Donc, si on regarde la même partie du ciel dans l'infrarouge, avec Webb, on voit ça maintenant. Beaucoup plus de détails et surtout beaucoup plus de galaxies. Donc, si on veut utiliser les premières galaxies toutes petites, c'est vraiment ça qui est important. Bon, je reviens à cette image ici. Peut-être que vous avez remarqué, certaines des galaxies ont l'air un peu étranges. Il y a comme des galaxies qui sont un peu courbées, déformées, et ça n'a pas l'air aléatoire non plus. On dirait que c'est comme des parties d'un arc centré autour de cette galaxie très brillante au centre de l'amas. Donc, si on regarde un peu plus près, on voit ici des arcs de galaxies déformées. Donc, en effet, c'est des galaxies, mais elles n'ont pas vraiment l'air de ça. Elles sont déformées par un phénomène qu'on appelle les lentilles gravitationnelles. Donc, en physique, la masse et la gravité font que toute masse déforme le tissu de l'univers, l'espace-temps. Même vous et moi, en ce moment, on a une certaine déformation, mais on n'est pas très pesant. Même la Terre ou même le Soleil, on n'est pas très pesant. Mais si on a une masse très, très lourde, comme un amas de galaxies, par exemple, ça peut beaucoup déformer le tissu de l'univers. Et donc, des fois, on a les choses qui s'alignent parfaitement, ce qui fait qu'on peut avoir une galaxie dans l'arrière-plan ici, et sa lumière est courbée autour de l'amas qui est entre nous, qu'on appelle la lentille gravitationnelle, qui agit un peu comme une loupe. Et des fois, les choses sont parfaitement alignées et la galaxie de l'arrière-plan peut être courbée presque dans un anneau parfait, qu'on appelle un anneau d'Einstein. Donc ça, c'est vraiment tout bien placé. Là, OK, c'est le fun comme image, mais là, notre galaxie d'arrière-plan est déformée. C'est quand même moche. Mais avec des algorithmes ordinateurs, on peut quand même essayer de reformer c'est quoi la vraie forme de la galaxie et ça nous donne de l'information supplémentaire. Ça nous donne c'est quoi la masse et la distribution de la masse de la lentille. Donc, l'amas de galaxies qui a déformé l'univers entre les deux. Mais, en plus de déformer la galaxie de l'arrière-plan, il y a quand même un petit bonus. Ça peut agir pas juste comme une lentille, mais comme une loupe aussi. Ça peut concentrer les rayons de la lumière de la galaxie de l'arrière-plan et ça peut la rendre beaucoup plus lumineuse, des fois 10, 15, 20 fois plus lumineuse qu'autrement. Ce qui veut dire qu'on peut voir maintenant des galaxies qui seraient trop peu brillantes avec notre télescope dans d'autres circonstances. Et donc, on peut avoir beaucoup plus d'informations lorsqu'elles sont déformées et augmentées par ces lentilles gravitationnelles. Donc, ça, c'est un projet qui a été mené par des membres de l'équipe CNUX, Lemia Moyla et Karthik Iyer, qui étaient à l'Université de Toronto à l'époque. Maintenant, ils sont allés aux États-Unis. Et ils ont étudié une galaxie en particulier ici, qu'ils ont surnommée
la galaxie d'étincelles, the Sparkler Galaxy, parce qu'elle a plein de petits picots ici. Ça, c'est à la valeur de ça avec Hubble. Avec Webb, on a beaucoup plus de détails. Et eux ont déterminé que ces petits picots ici, dans cette galaxie très, très, très ancienne, c'est des amas globulaires. Un amas globulaire, c'est une population d'étoiles qui est toute née en même temps. On parle de centaines de milliers, mais des fois 1 million d'étoiles. C'est comme un petit trésor de joyaux avec plein d'étoiles nées ensemble. Et souvent, on les utilise pour mesurer l'âge de l'univers. C'est très, très vieux, les étoiles qui sont là-dedans. Et on pense que ça, c'est certains des premiers amas globulaires qui se sont formés dans l'univers à l'intérieur de cette galaxie à étincelles. Ils ont continué l'étude avec une deuxième galaxie qu'ils ont surnommée la Firefly Sparkle, donc la mouche à feu d'étincelles. Et encore une fois, ils ont trouvé dans cette galaxie des petits nœuds où c'est soit des régions pleines d'étoiles sont en train de se former ou bien des amas globulaires, encore une fois. Mais ça, c'est seulement possible à cause de l'instrument NIRISS et du fait qu'il y a une lentille gravitationnelle qui augmente la lumière de ces galaxies lointaines. En plus de pouvoir augmenter la lumière, des fois, on peut même créer des images multiples d'une galaxie lointaine. Donc ici, on a une galaxie, en fait, 2 galaxies en collision dans le très jeune univers, et il y avait une lentille gravitationnelle en avant, et l'image a été multipliée 5 fois au total. Donc ici, on a une image, une autre image, une autre image, une ici, et ça la donne qu'on a une galaxie dans l'avant-plan juste à la bonne place, et ça nous donne quoi? Un point d'interrogation. Donc, c'est pas juste nous qui se posons des questions. L'univers aussi se pose des questions. Donc, c'est une galaxie, une collision de galaxies qui a été étudiée par une équipe à St. Mary's University à Halifax, Vince Estrada Carpenter et Martin Sawicki, aussi sur l'équipe Knox. Donc, on est capable d'étudier cette collision de galaxies avec plein de petits points de vue différents à cause des lentilles gravitationnelles. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est vraiment des images multiples de la même galaxie, plutôt que des galaxies différentes dans le jeune univers? C'est en utilisant la spectroscopie. Donc, quand on prend la lumière d'une image, on la brise dans ses couleurs différentes, ça crée un spectre. Et ce spectre a comme une empreinte digitale très unique, qui a le décalage au rouge à l'intérieur, ou aussi l'abondance de certaines molécules, de certains éléments à l'intérieur de la galaxie. Et donc, c'est vraiment prendre comme une empreinte digitale de l'objet. Et si on prend un spectre de ces galaxies différentes, qui semblent différentes, et on voit que ça correspond, on sait que c'est la même galaxie, simplement des images multiples. Donc, c'est comme ça qu'on est capable d'identifier les jumelles ou les images multiples des galaxies. Avec les spectres aussi, comme j'ai mentionné, on peut mesurer le décalage au rouge ou le redshift. Donc, ça, c'est un record qui a été battu, mais très vite après le lancement du télescope Webb, on était déjà capable de trouver des galaxies qui se retrouvaient à environ quand l'univers avait 2% de son âge actuel. Donc, ça, c'est un redshift. Ici, ça dit 13,2. Je pense que ça a été révisé à comme 14,1. Et puis maintenant, le record, c'est comme 14,4. Donc, c'est des petits avancements, mais encore une fois, il y a plein de choses qui changent ici dans le très jeune univers. Et une chose qu'on a trouvée justement dans ce très jeune univers, c'est une surabondance de ces galaxies. On ne pensait pas qu'elle allait en avoir tellement, puis on ne pensait pas qu'elle serait aussi grosse avec tellement de structures. Donc ici, on commence déjà dans le jeune univers à voir des bras spiraux, des nœuds de formation d'étoiles, de la structure à l'intérieur. Donc l'analogie que je donne toujours, c'est on a pris notre télescope, on est allé dans un hôpital, dans la pouponnière, on s'attendait à avoir plein de bébés, puis on avait plein d'adolescents à la place. Donc, c'est un grand mystère encore. Certaines personnes ont évoqué la possibilité que l'âge de l'univers est peut-être plus vieux qu'on pensait pour donner assez de temps pour ces galaxies, pour qu'elles deviennent aussi grosses et structurées qu'elles le sont maintenant. Mais on a plein d'autres preuves qui semblent nous indiquer que l'âge de l'univers est vraiment d'environ 13,6 milliards d'années. C'est sûr que si on trouve d'autres preuves, on va réviser ça. Mais en ce moment, on pense plutôt que l'univers très jeune était probablement plus efficace à faire pousser des galaxies qu'on pensait. Et une des choses qui nous mène un peu vers cette conclusion, c'est un nouveau type d'objet
qu'on a découvert avec le télescope spatial James Webb. On appelle ça des little red dots, des petits points rouges. Donc, c'est des petites galaxies ou des petits points rouges qui parsèment toutes nos images Webb. Et on voit pas ça dans les images prises par les autres télescopes. C'est encore un peu un mystère, c'est quoi exactement? Elles commencent à apparaître dans nos images à environ 600 millions d'années après le Big Bang, puis elles disparaissent après 1,5 milliard d'années après le Big Bang. On pense que c'est peut-être une phase dans l'évolution d'une galaxie où le trou noir supermassif est très, très, très actif. Il mange activement de la matière, il pousse beaucoup, beaucoup, très, très rapidement. Il y a même des théories maintenant qui pensent que c'est peut-être les tout premiers trous noirs qui se seraient effondrer directement pour créer un trou noir plutôt qu'avoir une étoile mourir et exploser et devenir un trou noir. Donc, c'est des direct collapse black holes qu'on pense qu'ils pourraient exister dans le jeune univers. Bon, ça, c'est une grosse question. Je dirais que c'est comme dans la dernière année et demie qu'on a commencé à étudier ces nouveaux types d'objets, mais ça nous soulève plein de nouvelles questions qu'on n'avait pas parce qu'on savait même pas que ça existait avant le télescope Webb. Donc voilà ici, on voit encore ces petits points rouges dans plusieurs données de recensement avec Webb. Donc voilà, c'est un grand voyage dans les découvertes de galaxies fait par le télescope spatial James Webb. Si ça vous intéresse même au-delà des galaxies, il y a toujours des découvertes chaque semaine, des nouvelles images aussi. Vous pouvez aller en ligne à webtelescope.org. Ça, c'est le site web de la NASA. L'ESA aussi a beaucoup de belles images. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Je fais aussi des vidéos de vulgarisation. L'IREX a aussi un compte Instagram, aussi un compte Facebook. Donc, je vais mettre mon code QR ici. Mon username sur Instagram, c'est Angry Astro Panda. Donc, c'est pour ça qu'il y a un panda astronaute. Donc, j'espère que vous allez continuer de suivre cette belle aventure James Webb. Ça fait vraiment seulement commencer. On est sur le point de célébrer son 5e anniversaire de lancement, mais on pense avoir assez de carburant pour un autre 15-20 ans. Donc, imaginez toutes les belles choses qu'on va découvrir d'ici là. Merci. Elle est super, n'est-ce pas? Merci, Nathalie. Maintenant, si vous avez des questions, il y a des micros là-bas. Un micro, je crois. Si vous avez des questions pour Nathalie. Allez-y. Quand on parle de poussière, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Ce n'est pas la poussière qu'on trouve à la maison quand on passe l'aspirateur. C'est quoi les dimensions, l'origine et la composition chimique de ces poussières? Oui, donc, vous m'entendez sur le micro? Parfait. Donc, il y a vraiment des types de grains différents. Il y a tout un domaine d'études pour étudier les types de poussières différentes. Mais typiquement, ce qu'on dit, c'est très semblable à la cendre qu'on retrouve dans notre foyer ou dans notre barbecue. C'est très similaire à ça. Et ça provient souvent de la fin de la vie d'une étoile. Ça commence à expulser, éjecter de la poussière. Donc, c'est comme des restants de la vie d'une étoile. C'est assez variable, les grains qu'on retrouve, par contre, mais comme de la cendre, un peu. Quel est l'avenir de Hubble? OK, quel est l'avenir de Hubble? Très bonne question. Donc, Hubble a eu la chance d'être réparé au début de sa vie et a eu plusieurs missions pour le rehausser, mettre des nouveaux instruments. Le dernier, c'est en 2009. Il n'y a pas de plan pour continuer ces missions-là, mais peut-être que le privé va commencer à rentrer là-dedans. En ce moment, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'orbite de Hubble descend. Donc, éventuellement, si on le laisse descendre, il va tomber dans l'atmosphère terrestre et se faire brûler complètement. Donc, il y a une mission en étude en ce moment pour essayer de donner un boost à Hubble pour le remonter dans son orbite. Ils vont faire quelque chose de similaire avec un autre satellite, je pense que c'est cette année, comme un peu une phase de test pour voir à quel point ça fonctionne. Mais si on est capable de booster Hubble, on peut continuer la mission jusqu'à temps qu'il finit d'opérer. Donc, c'est ça qu'on espère, mais c'est sûr que ça coûte de l'argent. Donc, il faut voir qu'est-ce qui va arriver, mais on veut que ça continue Hubble parce que c'est très complémentaire à Webb.
Pourriez-vous nous donner une idée de la grosseur des galaxies? Oui, OK. Wow. En parlant de terrain de football ou j'essaie de penser à ça. Comme notre Voie lactée, c'est 100 000 années-lumière d'un bord à de l'autre. L'étoile la plus proche du Soleil, c'est environ à 4 années-lumière de nous. Donc, c'est très large. Et pensez aussi, ça prend 250 millions d'années pour que le système solaire fasse le tour, mais on bouge quand même à 220 km par seconde. Donc, on bouge vraiment vite, mais ça prend quand même 250 millions d'années pour faire le tour. Qu'est-ce qui pourrait causer l'efficacité de la production d'autant de galaxies adolescentes, comme tu les as appelées? Ce serait quoi le mécanisme moteur? Oui, donc il y a certaines lois de la physique qui mettent des barrières, comme des freins un peu, sur à quel point les étoiles peuvent se créer ou une galaxie peut accréter du matériel. Il y a vraiment comme une limite de vitesse, comme sur l'autoroute. Mais est-ce que tout le monde va à la limite de la vitesse sur l'autoroute? Pas toujours. Et en fait, on pense que peut-être... avant, on pensait que, OK, la plupart des galaxies ou des étoiles ne sont pas capables d'aller à cette vitesse-là, mais peut-être dans le jeune univers, tout le monde est comme à 100 000 à l'heure, sans frein. Donc, on doit réviser, justement, c'est quoi les modèles qu'on a pour le jeune univers en termes d'efficacité de formation d'étoiles. Pouvez-vous expliquer c'est quoi exactement la trajectoire de James Webb? Est-ce qu'il suit la Terre ou... Je ne sais pas si j'ai une de mes diapositives. Avec un visuel. Ah, voilà! OK, donc voici l'orbite de James Webb. Vous voyez, ce n'est pas une orbite autour de la Terre comme pour Hubble. C'est en fait une orbite autour d'un point qui s'appelle L2 ou Lagrange 2. Les points Lagrange, c'est comme des aires de stationnement dans le système gravitationnel de la Terre et du Soleil, où tu n'as pas besoin de beaucoup de carburant pour rester là. Donc, on envoie souvent des télescopes dans ces points-là. Et le point L2, lui, se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Donc, si tu traces une ligne entre le Soleil et la Terre, puis tu le continues à 1,5 million de kilomètres, il y a le point L2. Mais Webb, lui, est autour du point L2. Donc, il fait comme des rosettes dans le ciel. Et tu veux voir aussi qu'il est toujours orienté pour que le bouclier solaire protège le miroir du Soleil. Donc, il ne peut jamais pointer vers le Soleil parce que sinon, après ça, on zappe le télescope. Puis voilà, ça ne fonctionne plus. Tu dis on envoie souvent des télescopes là-bas. Combien? Je ne sais pas des chiffres exactement, mais comme Spitzer était là, on est sur le point d'envoyer le Roman Space Telescope en septembre. Il va s'en aller là. Le successeur à Webb, qui s'appelle Habitable World, si on est capable de le créer dans les années 2040, il va aller là aussi. Mais il y a beaucoup d'espace quand même. Donc, c'est pas trop pacté, inquiète-toi pas. Ils font la fête là-bas ensemble. Merci. Merci. Allô. Vous avez montré tout à l'heure des simulations de formation de galaxies à travers les vidéos. Je me demandais comment on pouvait réaliser ces modèles numériquement sur ordinateur, parce que c'est quand même des énormes structures qui sont quand même complexes. Comment, en programmation, on réalise de telles simulations? Ouais, pendant assez longtemps, on est resté avec la loi de la gravité. La gravité, c'est très simple comparé à l'hydrodynamique, par exemple. Donc, tout simplement, OK, c'est relativement compliqué, là. On utilise souvent des super ordinateurs et puis on a des galaxies qui sont formées de millions de particules. Et les particules, ce n'est pas des étoiles individuelles parce qu'on sait qu'une galaxie a comme 100 milliards d'étoiles. Donc, typiquement, une particule correspond à 100 ou 1000 étoiles ensemble. Et ensuite, on dit, OK, il y a une loi de la gravité. On laisse la loi de gravité dicter comment ces particules interagissent entre elles. Et là, on a deux masses avec des particules ensemble. Ça rentre ensemble, ça a sa propre gravité, ça s'attire. Quand on a des particules individuelles, mais là, en physique, il y a comme le N-body problem. Quand tu as comme plus que 2 corps, c'est vraiment compliqué. Mais OK, imaginez que vous avez comme 1 million de corps. Là, c'est vraiment compliqué. Souvent, on doit faire des simulations numériques. C'est pas analytique, justement parce que c'est tellement compliqué. Mais on a réalisé que les galaxies, ça créait ça, juste la gravité.
c'était pas super parce qu'il y a d'autres choses en jeu dans la nature. Par exemple, l'hydrodynamique, le fait qu'il y a du gaz à l'intérieur qui agit comme un fluide plutôt. Donc là, on doit ajouter ces composants différents en ajoutant les équations de l'hydrodynamique, par exemple. Là, on commence à avoir des galaxies plus réalistes, mais là, on atteint un autre problème. La résolution n'est pas assez bonne. Donc, on a besoin de gros ordinateurs qui sont capables de garder la trace de plus de particules pour avoir une meilleure résolution. Puis le plus qu'on fait ça, le plus que ça devient réaliste. Donc, on travaille vers ça en essayant de comparer nature et simulation. Dernière petite question, comment vous tenez compte de la matière noire dans ces simulations? Parce que j'imagine que ça a une influence pour les formations. C'est une excellente question et on en tient compte et c'est relativement simple parce que la matière noire, c'est juste la gravité qui est importante. La gravité, c'est la partie facile. Donc, en effet, on a des particules de matière normale et des particules de matière noire à l'intérieur aussi, qui sont seulement dictées par la gravité, où il n'y a pas vraiment une importance pour l'hydrodynamique. OK, merci beaucoup. Bonsoir. Je me demandais quelles sont les observations qui font qu'on n'est pas vraiment capable de bien décrire le cosmos avec des choses comme le plasma ou les ondes électromagnétiques, des affaires comme ça. J'ai pas compris le début de la question. Quelles sont les observations scientifiques faites, qui ont été prises, qui nous permettent de ne pas vraiment pouvoir décrire le cosmos avec le plasma ou les ondes électromagnétiques? Dans le sens, comme avec les simulations, parce que ces parties-là sont plus compliquées que la gravité? Oui, exactement. Oui, c'est juste que c'est plus complexe. Les équations qui dictent ces fluides et ces plasmas sont beaucoup plus compliquées. La gravité, c'est grosso modo juste une équation avec un facteur. Le plus que tu es éloigné, le moins que tu es affecté par la gravité, puis ça... c'est au carré comme équation. Donc, la gravité, c'est une force relativement simple comparée à des forces comme sur les fluides, par exemple. C'est juste plus d'équations qui est plus compliqué. Donc, ça a rapport avec les fluides, en gros, justement? Oui, c'est beaucoup les fluides, oui, exact. Parfait. Merci beaucoup. Vous avez mentionné plus tôt qu'une des façons d'avoir de l'information sur la Voie lactée, c'est de trouver des galaxies qui sont jumelles. Comment est-ce qu'on détermine qu'une galaxie est jumelle à la Voie lactée sans avoir de l'information sur la Voie lactée? Ouais, il y a un peu de jeu de devinage là-dedans, malheureusement, mais on est capable quand même de voir des structures dans nos simulations qui semblent... On présume que les lois de la physique fonctionnent de la même manière partout dans l'univers, à travers le temps aussi. Donc, on est capable d'essayer de retracer la structure, grosso modo, de la Voie lactée dans nos simulations. Et c'est comme ça qu'on est capable de trouver des analogues pas trop loin. Mais c'est sûr qu'on doit présumer que les lois de la physique dans nos simulations sont assez bonnes pour trouver ces jumelles-là. OK, merci. Justement, j'ai une question sur les simulations. Est-ce que James Webb, ça va être une occasion pour vous d'acquérir un grand nombre de données, de photos, et de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour faire vos simulations maintenant? C'est une bonne question. Donc, en effet, de plus en plus maintenant, on essaie d'utiliser l'apprentissage machine ou l'intelligence artificielle pour essayer de trier à travers nos photos et vraiment rendre notre science plus efficace. Je dirais qu'en général, James Webb a un champ de vue relativement restreint. C'est vraiment une machine qui est bonne, en général, pour faire des observations de suivi sur des cibles en particulier. On a des fois des exceptions, comme avec NIRISS et Knox, où on est capable d'observer plusieurs milliers de galaxies à la fois, où c'est vraiment plus intéressant d'utiliser l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle, c'est pour des télescopes qui ont des énormes champs de vue. Sur le sol, au Chili, en ce moment, on vient tout juste de mettre en opération l'observatoire Rubin, qui est capable de prendre une image du ciel de l'hémisphère sud au complet à tous les 3 jours. Donc, je pense qu'ils ont observé 20 milliards de galaxies avec Rubin. Avec le Roman Space Telescope, ça va être similaire. C'est comme une version de Rubin, mais dans l'espace. Et là, c'est vraiment des milliards, des centaines de millions et des milliards de galaxies. Et là, c'est comme une grosse avalanche de données. Là, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment besoin de l'aide d'apprentissage machine. On doit leur apprendre c'est quoi les règles du jeu un peu avant, mais ensuite, ils font un tri initial et on essaie toujours d'avoir des yeux humains sur le résultat final. Merci.
Bonjour. Est-ce que les points rouges peuvent être associés aux supernovas par création de perles, les restants par exemple, d'étoiles à faible métallicité au début de l'univers? Comme les populations 3, les toutes premières étoiles qui seraient nées, je pense que les petits points rouges ils apparaissent trop tard. Ils apparaissent à 600 millions d'années, puis on pense que vraiment les populations 3, c'est drôle. Les toutes premières étoiles, on les appelle les populations 3, et les étoiles les plus proches, plus vieilles, on appelle ça des populations 1. Fouille-moi pourquoi on a fait ça à l'inverse, là, mais en tout cas, les populations 3, on pense que c'est vraiment dans les premières centaines de millions d'années après le Big Bang, et parce qu'elles étaient tellement massives, elles n'auraient pas vécu très longtemps. Donc, les petits points rouges, c'est plus tard. OK. Merci. Bonjour. Je me demandais, en lien avec les petits points rouges aussi, s'ils ont comme skippé l'étape de l'étoile, avec quoi sont devenues aussi massives ou... Est-ce que tu peux juste te rapprocher du microphone un peu, s'il te plaît? Ou est-ce que c'est possible de monter le volume de ce microphone-là? Bonjour. Ça va? Oui. Avec quoi les petits points rouges, si on skippé l'étape d'étoiles, sont devenues aussi massives ou aussi avec une aussi grande force gravitationnelle? J'ai mal compris. Comment les petits points rouges sont devenus aussi massifs? C'est justement ça la question. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr à comment ça s'est créé. On n'est même pas encore sûr c'est quoi la nature de ces objets-là. Donc, c'est tout récent et il y a encore plein de questions autour de ça. On ne sait pas comment ça a grossi aussi rapidement. Si c'est des trous noirs supermassifs, tout simplement, ils ont accrété ou mangé du matériel très, très rapidement, proche d'une limite de vitesse, justement, qu'on appelle la limite d'Eddington. Mais c'est encore pas clair c'est quoi. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Vous avez évoqué le débat nature-environnement, savoir qu'est-ce qui déterminait l'évolution. Donc, je voulais savoir quel était aujourd'hui le consensus scientifique. Ou est-ce qu'on sait dire c'est 50-50, voilà. Qu'est-ce que aujourd'hui ça penche de quel côté, quoi? Pour vous donner comme un peu une indication comment on fonctionne en astronomie, on a quelque chose qu'on appelle un order of magnitude qui est comme si c'est entre 0 et 10 fois plus gros que ta mesure, tu dis OK, c'est bon, c'est la même chose. Donc dire c'est 50-50 ou 40-60, ça c'est dans les genres de détails où on n'est pas vraiment capable de dire ça, mais on sait que c'est un mix où les deux sont assez importants, tout comme avec les humains et les animaux. Bonjour. Vous parlez beaucoup dans votre conférence comme quoi le Big Bang, ça semble être une certitude, alors que dans ma tête, j'ai toujours pensé que c'était une théorie. La gravité aussi, c'est techniquement une théorie, mais on n'est pas mal sûr que ça existe ou qu'il y a quelque chose qui nous garde sur la Terre. Donc, en effet, quand on dit théorie en science, ça peut laisser croire qu'il y a plus d'incertitudes qu'il y en a vraiment, mais en science, on est toujours ouvert aux preuves. C'est ça qui est important. Si on trouve des nouvelles preuves qui nous mènent ailleurs, on suit ces preuves-là, puis on dit, OK, on doit réviser nos modèles, parce qu'en effet, ça n'a pas toujours été le modèle du Big Bang qu'on a privilégié pour expliquer le début de l'univers. Mais en ce moment, tout semble pointer dans cette direction. Une des grandes raisons pourquoi on pense que tout était concentré dans un seul point ensemble, c'est après qu'il y aurait eu le Big Bang, il y a eu comme un rayonnement fossile, c'est un fond diffus. Et peu importe où on regarde dans le ciel, dans l'univers, on voit justement ce fond diffus dans les micro-ondes et c'est presque complètement homogène. Donc ça nous laisse entendre que tout ce matériel-là était à la même place avec les mêmes caractères et paramètres et il y a ensuite eu une expansion. Bang, ça laisse penser une explosion, mais c'est vraiment une expansion, une inflation. Et ces caractères sont demeurés pareils dans ce fond diffus. Il y a beaucoup de preuves différentes, mais ça, c'est comme celle qui est la plus intuitive, je dirais, pour le grand public. Et puis, tout nous porte à penser que c'est correct. Mais si jamais on trouve d'autres preuves, c'est sûr qu'on va suivre ces preuves-là puis réviser le modèle. Merci tout le monde pour votre question et votre